de pratiques finalement tout à fait indues sur un être humain très petit, très fragile et qui ne demande pas, qui ne demande rien à personne. Faudrait-il, au prétexte qu'ils existent et qu'ils sont congelés, parce que c'est ça la question, au fond, autoriser tant qu'à faire qu'ils servent à quelque chose et s'en servir pour la recherche. Mais écoutez, j'entends bien la tentation des chercheurs et en même temps je suis hésitant à répondre positivement parce que ça serait quand même d'une certaine façon désigner cet être vivant en disant celui-là on est prêt à le sacrifier pour l'intérêt du chercheur, pour l'intérêt de la compréhension, etc. Il ne s'agit pas de remettre en cause tout le bien qu'on pourrait tirer d'expérimentation. Il ne s'agit pas de ça, mais plus de question de fond, de principe, de se dire est-ce que nous avons le droit de faire ça? Et il me semble que non. Donc nous ne sommes pas favorables à la désignation des embryons, ouvrons les guillemets, surnuméraires pour la recherche. Diagnostic préimplantatoire, que faire pour les familles qui portent des handicaps très sévères? Je suis en difficulté pour vous répondre sur cette question-là. Je pense que les réponses, elles vont passer dans un colloque singulier entre un médecin, des soignants, là aussi qui ont une vraie expérience de comment accompagner ces familles et comment les aider. Pour le coup, je me sens pas forcément compétent. Est-ce que le diagnostic préimplantatoire serait justifié? Vous avez compris notre position qui est de penser que l'embryon humain est respectable profondément dès le commencement. Et là aussi, les chiffres d'agence de biomédecine nous apprennent que pour des pratiques de diagnostic préimplantatoire qui aboutissent à des naissances, ils font un nombre très très considérable d'embryons. C'est une trentaine, enfin on pourrait retrouver les chiffres facilement, mais vous avez ça dans le rapport d'agence de biomédecine, une trentaine d'embryons pour en faire naître un. Et si nous acceptions de nous poser la question sous cet angle-là, finalement, est-ce qu'il y a quelque chose de proportionné, voilà. Nous ne sommes pas favorables, non, clairement. L'accueil de la personne handicapée, qu'est-ce qui me permet de dire qu'il n'est pas bon? Parce que dans votre expérience d'élu, oui, non, mais vous avez compris, c'est bien ce que je sous-entends d'une certaine façon. Dans votre expérience d'élu, vous faites le constat comme moi, qu'il y a des structures, des lieux d'accueil, etc. La peur des parents, elle est sur le court terme, certes, elle est surtout sur le long terme et le très long terme. Et je peux vous dire, moi, quand Anne est née, la question de que va-t-elle devenir lorsque j'aurai 70 ans, elle m'est venue alors que notre enfant était né depuis 2 minutes, quoi. C'est que c'est instantané. La projection dans l'avenir lointain, en se disant ça va aller, voilà, c'est le truc qui vous tombe sur la tête, la catastrophe, et puis en même temps on se dit ça va aller, et puis on se dit mais les années vont passer, et comment on va faire quand on sera plus fragile, plus âgé, moins capable d'assumer. Et donc les angoisses pour l'avenir lointain sont des angoisses extrêmement présentes. Alors, votre vision de dire on fait mieux, c'est beaucoup mieux aujourd'hui que ça n'était autrefois, sans aucun doute. Et pourtant, peut-être que le message non plus n'est pas passé, c'est qu'il y a à la fois une réalité de on fait mieux, il y a sans doute une réalité qui est on pourrait mieux faire, sans aucun doute, surtout pour les personnes handicapées vieillissantes. Surtout pour les personnes handicapées vieillissantes. Quand on se retrouve trisomique à 60 ans, c'est quand même compliqué, parce qu'on est retraité, parce qu'on a du mal à trouver des lieux d'accueil, parce que les structures ne sont pas forcément adaptées. Et puis, il y a sans doute aussi de la pédagogie à faire. C'est que peut-être, et vous avez tout à fait raison de dire qu'il y a plein de progrès, peut-être que peut-être que les familles confrontées à ces difficultés n'ont pas non plus assez conscience des progrès qui ont été faits et des capacités d'accueil qui leur sont offertes. Ça répond aussi un peu à la question de Mme Hermange, finalement. Alors, est-ce que je vois, moi, une diminution des structures d'accueil de personnes handicapées ou non, honnêtement, j'observe pas ça. Voilà. Mais je me considère pas comme un spécialiste de la structure d'accueil de personnes handicapées. Je vais vous dire une bêtise, quoi. Donc, il faudrait renvoyer la question à des personnes dont c'est vraiment la vocation associative que de se pencher sur ces questions. Par contre, vous avez évoqué le risque de démission de la société. Moi, je crois beaucoup à ça. Ouais. Risque de démission. Une forme d'abandon, vous voyez, de se dire, finalement, à quoi ça sert, quoi. À quoi ça sert si demain il n'y a plus de trisomique, à quoi ça sert? Si après-demain il n'y a plus d'Alzheimer, à quoi ça sert de chercher à soigner l'Alzheimer? Vous voyez, il y a une espèce
d'interrogation et qui concernera les soignants, qui concernera aussi beaucoup les financeurs, hein, et puis les responsables politiques qui peuvent être devant des enjeux comme cela. Hein. À quoi ça sert de développer aujourd'hui effectivement une maison d'accueil pour enfants trisomiques 21 ? On peut douter que ce soit vraiment utile. Je ne veux pas spécialement pointer la question, mais simplement nous ouvrir à la réflexion. Qu'est-ce qui se passe si demain on fait le pari finalement d'un diagnostic plus facile, plus précoce, plus systématique, et puis qu'on se retrouve, par malheur, on se retrouve dans une situation où tout le monde s'interroge en disant bah oui, à quoi ça sert, quoi ? À quoi ça sert de soigner ? Monsieur Breton, la pression sociale, les choix individuels, vous avez raison. Hein. Je mets beaucoup sur le social, il y a aussi bien sûr une question de liberté individuelle. Je suis le premier convaincu qu'au fond nous sommes libres. Aujourd'hui on a la chance en France d'être libre, hein. Ce qui n'est pas forcément le cas partout. Aujourd'hui, une famille qui choisirait d'accueillir un enfant souffrant de handicap, elle sera prise en charge par l'assurance maladie. Hein. Vous n'ignorez pas que dans certains pays, la question a été posée en Belgique il y a quelques années, elle a été posée aussi aux États-Unis il y a quelques années. On est retourné vers les familles en disant vous l'avez laissé naître, maintenant vous assumez les conséquences financières de vos choix. Hein. Donc aujourd'hui, nous avons l'immense chance dans ce pays que la personne handicapée, même si son diagnostic et si sa maladie était dépistable en prénatal ou en préimplantatoire est prise en charge complètement, je souhaite qu'on reste très attentif à ce que ça reste vrai et qu'on n'aille pas vers une dérive qui pour le coup serait une pression encore plus. Alors là, vous voyez, bon. En tout cas, choix individuel, oui, nous restons libres au fond de dire oui ou non dans ces aventures humaines qui sont toujours voilà. Peut-être moi j'ai pas assez insisté sur ce que nous disent les couples. C'est dans ce choix individuel, il y a quand même la manière dont est posé le diagnostic. Pas toujours de manière très certaine, et quand ils font ce choix, on sent les couples qui sont quand même un peu perdus. Et ce choix, c'est le terme choix qui ne va pas toujours très bien dans ce qui nous est remonté. Et souvent, c'est pas vu comme un choix, mais plus comme une décision médicale, l'IMG. C'est plus ressenti de cette manière-là. Et puis ce que j'ai pu dire aussi, c'est que cette somme de choix individuels fait qu'à un moment, si tout le monde prend ce choix, ça devient culturel. Et c'est peut-être ça aussi qui nous inquiète. Il reste deux questions. Michel Vexès. Je voudrais simplement vous demander de préciser votre position concernant la gestation pour autrui. Je repose la même question que Jean Leonetti, à laquelle vous n'aviez pas répondu. Nous ne sommes pas favorables à la gestation pour autrui. Nous pensons que provoquer la dissociation de la parentalité de l'enfant de cette façon est un problème. Je ne nie pas qu'il y ait des histoires de vie qui créent ces dissociations, qu'il y ait des séparations, qu'il y ait des accidents, qu'il y ait des maladies, je ne nie pas que des personnes vivent avec plusieurs parents, etc. Certes, c'est une réalité. Faut-il pour autant accepter de provoquer ces histoires-là ? Ça me semble éminemment discutable. Ces enfants, qu'on le veuille ou non, auront vécu pendant 9 mois avec leur mère, ouvrons des guillemets, porteuse, une aventure, une histoire. C'est d'ailleurs assez étonnant de voir que c'est aujourd'hui qu'on connaît de mieux en mieux les liens en prénatal entre l'enfant et sa mère, qu'on serait en même temps prêt à les remettre en cause. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses qui se sont dites, qui se sont écrites, des personnes qui ont travaillé là-dessus, sur l'importance de ce lien qui se construit. Alors, certes, tous les enfants n'ont pas la chance que ça puisse se passer, et la vie n'est pas rose, elle est faite d'écueils et de difficultés. La question pour le législateur, et pour nous, si nous nous positionnons aujourd'hui devant vous sur cette question, c'est est-ce qu'on veut provoquer des situations comme celle-là, et pour le coup, nous n'y sommes pas favorables. Au nom finalement des droits de l'enfant, hein, qui sont notre voilà. Dernière question. Michel Vexès. Excusez-nous, on a un temps. Je vous en prie. Ah, Jean-Sébastien, j'ai oublié. Oui, très brièvement. Deux questions, lui. Vous êtes prononcé. Michel Vexès. Jean-Sébastien Vialat, pas de... Bon, très brièvement, vous vous êtes prononcé contre la congélation des embryons. Or, les taux de succès de réimplantation sont très faibles, c'est 17% pour un premier cycle. Quelle alternative vous nous proposez ?